Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La ville de Conakry, je le disais hier, a totalement défiguré par les ordures. La ville de Conakry, une petite pluie révèle toute l'ampleur des immondices apparemment qui sont enfouis sous le sol. On ne savait pas, enfin on le sait déjà, mais à chaque fois qu'il y a saison de pluie, l'ampleur des dégâts liés aux ordures qui prennent d'assaut les rues de Conakry. Et les concessions. Etc. qui rivalisent avec les chiens errants et tout ça. Les Conakry et les chats et les rats, je ne sais même plus le nombre de rats à Conakry est peut-être égal à la population. Il faut le dire clairement que le Conakry, c'est Conakry, si ce n'est la capitale la plus sale de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas elle est l'une des capitales les plus sales de l'Afrique. D'accord, il faut le dire. Les mesures qui ont été prises n'ont jamais réussi. Quelles mesures? Pense que les mesures de nettoyage qui ont toujours été prises ici. Excuse-moi. J'en connais pas. Mais il y a quand même eu des mesures qui ont été prises, mais ça n'a jamais réussi. Le nombre de camions poubelles, elle est insuffisante. À Conakry, il faut instaurer un système de tri des ordures. Les ordures, c'est de l'argent. Ce n'est plus une question de PME, c'est une question industrielle. Il faut le dire. Il faut l'enlever dans le portefeuille du gouvernorat et du MATD. À qui la faute, Il faut enlever la gestion de l'ordure dans le portefeuille du gouvernorat et du MATD et le confier à des entreprises spécialisées dans le domaine, qui ont la performance. Ahmed, permets-moi, après tu diras ce que tu veux, qui ont la compétence, parce que si tu me laisses pas parler un jour, ton restaurant risque d'être bloqué par le tas d'ordures, qui vient du côté du marché de la tannerie. Le marché Niamalon. Comment Magnalon, etc. Donc aujourd'hui, il est important que les autorités prennent à bras le corps cette histoire d'immondices dans Conakry. On assiste à des monticules d'ordures qui existent un peu partout dans la ville de Conakry. Ça sort des caniveaux, ça bloque les routes. Pas plus tard qu'hier. Je ne sais pas si tu as assisté au spectacle du week-end, du samedi. Évidemment. Du samedi dernier. Les ordures sont venues complètement barricader. Barricader l'autoroute, la principale voie de Conakry. Il n'y avait pas de passage. Oui, mais encore que ça, c'est des initiatives privées des ordures qui sortent des caniveaux. Non, mais si je veux dire, au-delà de cette initiative. C'est une manifestation. Mais laisse-moi te dire, au-delà de cette initiative privée, puisque les ordures ont quand même besoin de dire aux autorités que nous aussi nous existons à Conakry, donc ils prennent l'initiative privée de barrer les routes, mais au-delà de ça, la transversale, le Bambeto aéroport, mais ce sont les populations eux-mêmes qui sont venues ramasser les ordures et les mettre en plein milieu de la route, comme pour dire aux autorités, voilà, il faut nous en débarrasser dès maintenant. C'est le même scénario du côté de Yimbaya, évidemment, où la circulation est totalement bloquée. Évidemment, et ça crée d'énormes embouteillages aujourd'hui, au-delà de l'aspect fête qui fait que les gens sortent pour aller dans les marchés pour pouvoir préparer les habits de fête et les fêtes de Ramadan. Donc aujourd'hui, les ordures et cette histoire de fête rivalisent. Donc le nombre de bouchons qu'il y a dans Conakry aujourd'hui, c'est indescriptible. Ouais. Conakry est devenu, comme je ne sais, une poubelle géante. Une poubelle géante qui pue. On ne sait même plus comment respirer dans Conakry. On ne peut pas circuler, on ne peut pas respirer. Je comprends pas, franchement. Bien, merci. C'est une honte. Bien, c'est une honte. Allez-y, Ahmed. Alors, c'était pas pour couper Roby quand il disait qu'il fallait confier donc la question de la gestion des ordures désormais aux entreprises, tout ça, et que écoutez, je pense qu'on a beaucoup à faire, même dans la gestion des ordures que nous avons. On nous dit que les ordures que nous avons même sont sales. C'est-à-dire difficile même à exploiter. Donc cela sous-entend que même les ordures se trient à la maison, ce qui ne se fait pas du tout. Donc c'est du fourre-tout et ça, même comme ça on ne peut pas l'exploiter. Au-delà de cela, de cela, qu'est-ce que moi je propose aujourd'hui? Comme dans d'autres pays, je préfère qu'il y ait un ministère de l'assainissement et de l'eau.
Écoutez, dans quel pays... Non, Roby, écoutez, je veux qu'on soit cohérent. Bien, allez-y, Ahmed. Il peut bien y avoir un ministère et le travail sera confié évidemment à une société privée. Mais on ne peut pas confier la gestion des ordures d'une nation à une société privée comme ça. Ça se fait nulle part comme ça. Donc je veux que vous vous calmez. On est dans la même logique, c'est juste que vous ne savez pas comment expliquer aux populations. Il faut un ancrage institutionnel. Ouais. L'ancrage institutionnel maintenant est accompagné par une société privée. Voilà, évidemment, qui s'y connaît en la matière. Ce sont des réformes. Donc c'est comme ça. Par exemple, dans certains pays, il y a l'office général du baccalauréat, comme je crois au Sénégal. Effectivement. Donc c'est pas pour dire non, ne faites pas un raccourci du genre confier à on va se lever du jour au lendemain, confier à une entreprise. Non. Je pense que l'institution devrait exister aujourd'hui. Et pour moi aujourd'hui, comme dans d'autres pays, je crois comme en Tunisie, au Cameroun, tout ça, je pense que la Guinée en a besoin pour que désormais la question des ordures soit directement traitée. Par les autorités. Pour moi, ça doit passer par cette formule, notamment donc la création de ce ministère de l'assainissement et de l'eau. Donc je pense parce que c'est deux structures qui vont ensemble. Même quand vous allez en Chine, c'est un département qui existe parce que la Chine c'est un département à part entière qui existe, qui s'occupe de l'eau et en même temps de l'assainissement. Donc ce que vous proposez ce matin, c'est que vous préconisez qu'on mette en place un ministère de l'assainissement et de l'eau. Effectivement, parce qu'on a eu beaucoup se sont posé la question pourquoi il y a un ministère aujourd'hui de l'hydrocarbures. Et on nous dit non, alors que on n'est pas un pays où non mais pourquoi créer un ministère de surplus? Il y a déjà le ministère de l'habitat qui existe. Si tu permets, on va organiser le débat. Allez-y, Ahmed. De toute façon, tu es libre et je suis libre de donner mes idées. Et je suis libre de donner des idées en fonction de ce que je vois ailleurs. L'exemple que je donne, la Chine, c'est quand même une puissance. Je vous dis que ça existe. C'est un modèle. C'est un modèle. Quand vous allez au Cameroun, ça existe. Quand vous allez en Tunisie, ça existe. Donc, écoutez, moi, ce sont des exemples que je donne que j'ai vus aussi ailleurs. Alors, je dis que la Guinée pourrait s'inspirer de cela. Je pense que ça pourrait nous aider. Vous parlez de confier à des trucs, à des entités privées. Est-ce qu'on l'a pas déjà fait à Conakry? On l'a déjà fait. Zoom Lion, vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez pas de Zoom Lion? C'est Ghanéen même qui était même en Guinée. Vous pensez que c'est la formule magique? Ce n'est pas la formule magique. C'est pas une question de PME. C'est pas le confier à les PME qu'on va faire des résultats. Il faut désormais institutionnaliser et que cette institution puisse chapeauter la gestion des entreprises privées qui vont devoir gérer donc ces ordures dans la ville de Conakry. Merci Ahmed. Moussa Moïse, on a tous eu du mal à rallier la radio ce matin. Mais écoutez, de chez moi au rond-point de Koza, je fais moins de 20 minutes. Ouais. Du rond-point de Koza à la tannerie, je fais presque 1 heure de temps. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Ouais. Au-delà de l'aspect écologique lié à ces histoires d'embouteillage, ce qu'on oublie, parce qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'études là-dessus, mais aussi un coût économique à tout ça, un coût financier. Ouais. Du côté de la France, par exemple, par an, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros que la France perd à cause des embouteillages. N'allez pas demander à la petite Guinée qu'est-ce qu'elle perd par an à cause de ces monstres. Parce que ce qu'ils appellent embouteillage là-bas, je pense que si on transpose, nous, nos embouteillages du côté de la France, alors là, les Français vont prendre la mer. Parce que c'est incroyable. Ouais. C'est compact. De toute façon, nous, c'est notre quotidien, Moussa. C'est compact. Vous avez les gens qui sont dans les voitures, les mines crispées, même à jeun, qui savent que c'est un mois de pénitence où il faut faire du bien, mais ils ne peuvent pas te faire du bien. Dès qu'il y a une petite ouverture, ils se foncent dessus, et bien vous vous cognez, vous vous engueulez, ils sont même prêts à se battre. Après, ils se rappellent qu'ils sont à jeun. Ouais. Tout ça, ce sont les embouteillages qui font parce que ça crée le stress. On fait de la télé. Ça crée le stress. Moi, j'aimerais qu'on se pose un certain nombre de questions. Pourquoi l'État a tâtonné sur ces questions de lutte contre l'insalubrité dans notre pays? Pourquoi l'État a fait autant de tâtonnements? Le service public de transport des déchets, SPTD, c'est un service. Ça existe encore? Mais attendez, attendez, c'est un service agonisant, c'est un service public. Ensuite, la décision qui a été celle, parce que c'est quand même un décret qui a nommé ce monsieur, lorsqu'on l'a débarqué du côté du port autonome de Conakry, on a créé une agence pour l'assainissement public, pour la lutte pour l'assainissement et la salubrité publique. Et la salubrité publique. Mais ce service, il n'existe que par son nom. Aucune action sur le terrain. Mais vous allez vous renseigner, vous trouverez que ce monsieur n'a pas un seul copec comme budget de fonctionnement. Je pense. Encore moins d'investissement. Alors, au-delà de tout, nous sommes dans un pays où on est incapable, surtout dans la capitale, d'afficher les résultats issus des dernières communales.
où on aurait pu responsabiliser des élus locaux. Tout à fait. On aurait pu leur donner une certaine feuille de route en les imposant, voilà, certains résultats. Mais qu'est-ce que vous avez à imposer à quelqu'un qui est à la tête d'une délégation spéciale. Ouais. Mais c'est la délégation spéciale qui continue jusqu'à nos jours. Eh bien, le peu d'argent qui rentre, on peut en faire autre chose parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas de suivi. Nous sommes dans un pays qui n'est même pas capable d'organiser des élections communales. Alors que la première responsabilité... mais il faut aussi rappeler que les comptes de ces délégations spéciales sont gelés depuis de longs mois. Hein. Mais écoutez, les conséquences sont là. Absolument. Les conséquences sont là. Et vous le voyez, ces commis de l'État, ces grands patrons, quand ils viennent, malgré les ordures, ces sirènes-là, ils vous tympanisent, ils descendent avec les hommes à muscles qui vous balaient tout devant, qui disent, mais quittez. Ils ont le temps de faire passer leur chef, leur gourou, et nous autres, nous sommes là en train de suivre la ligne. Et ceux qui vous mettez dans tout ça, vous qui êtes dans la circulation, parce que vous savez que vous participez à une mission de grande écoute, on vous reconnaît dès qu'on voit votre visage, donc vous avez horreur de prendre les doubles lignes et autres, vous restez dans la file, mais vous qui faites ça, les gens qui viennent, qui créent de la 3e, 4e ligne, ils viennent, ils vous dépassent et ils arrivent avant vous. Ouais. C'est incroyable. Commissaire Sarr, Babacar, ça doit prendre ses responsabilités. Si vous avez... écoutez, je pense qu'à un moment donné... Le parc automobile de Conakry a explosé, il n'y a pas d'infrastructure. S'il a des policiers qui sommeillent à l'intérieur du pays, appelez au renfort. Non. Mais on en a besoin parce que ce qui se passe là, c'est incroyable. Appelez au renfort, organisez-vous, c'est pas possible. Moi, j'estime que la responsabilité est partagée au niveau de l'insalubrité dans la capitale. Il faudrait que le pollueur soit aussi le payeur. Absolument. Qu'il y ait des On n'a jamais instauré ce principe. Qu'il y ait des mesures coercitives. On connaît les familles qui prennent l'eau de ruissellement comme étant un moyen naturel pour charrier les ordures. Ben, ces familles-là doivent être taxées. Il faudrait qu'il y ait des mesures coercitives. Si cela n'est pas fait, eh ben, on continuera encore d'utiliser cette eau de ruissellement. La dernière fois, on ne s'est pas entendu sur cette question et je rebondis là-dessus. Je dis que je ne suis pas d'accord avec cette logique de Moussa. Est-ce que vous avez montré un point où on doit déposer les ordures pour pouvoir donc... Non, écoutez, c'est important. C'est important. Vous avez des populations qui n'ont aucun point de dépôt. Qui n'ont pas où aller déposer. Il n'y a pas de point de dépôt. Les PME aujourd'hui, les PME qui travaillaient du côté de Yimbaya allaient déposer donc les ordures juste à côté du marché. Mais désormais, c'est interdit. Posez-vous la question, où est-ce que ces PME envoient donc les ordures aujourd'hui? Donc, il y a un véritable problème qui se pose. C'est pourquoi je dis qu'il faut une véritable réflexion. Ça ne se limite pas à une question de politique. Ça ne se limite pas à une question d'aller donner à une petite entreprise là-bas pour dire qu'il faut donner à un privé. Ce n'est pas ça. C'est une question d'État. De politique. Bien, allez-y, Tamba. Alors, si l'on... C'est une priorité chaude sur la table du nouveau Premier ministre. C'est pas une... Bon, peut-être. Oui, il doit en faire une priorité. Peut-être oui, s'il doit se faire un peu de résultats immédiatement, qu'il prenne très, très vite à bras le corps cette question. Les grandes gueules. Il en fera une priorité. Mais sincèrement, moi, je ne vais pas rêver. Kassori Fofana était là, à un poste très important pour la Guinée. Les partenariats publics et privés. Les investissements. Il y a eu pas mal, les investissements aussi. Il y a eu pas mal de propositions d'entreprises pour travailler dans le secteur de l'assainissement public en Guinée qui n'ont jamais été, dans les démarches, n'ont jamais été facilitées. Alors, quand on me dit réflexion, moi je salue cette idée de Ahmed Kamara ce matin, celle d'avoir un département en charge de l'eau et de l'assainissement. Parce que pour moi, c'est une plus grande priorité que d'ériger une direction des hydrocarbures en département. Non, mais à mon avis... Vous oubliez qu'il y a l'hydraulique qui est rattaché à l'énergie. Dans ce cas, vous supprimez l'hydraulique du département de l'énergie. Oui, je parle donc... Oui, bien sûr. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les hydrocarbures. Permettez-moi, oui, non. Lorsqu'on a fait des hydrocarbures un ministère, à mon avis, la plus-value pour la Guinée est beaucoup plus insignifiante par rapport à si nous avions un département qui structurait tout, qui organisait l'activité et duquel on attendrait de véritables résultats. Alors, Moussa Moïse disait il faut peut-être que nos représentants communaux prennent fonction, on exigera. J'ai envie de poser la question, qui va exiger quoi, de qui? Comment leur imposera-t-on notre désidérata par rapport à la salubrité publique? Moi, j'ai bien envie de dire qui va pouvoir le faire. Mais ce sont les populations, Tamba. Les populations. Mais depuis toujours, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. N'avons-nous pas élu le professeur Alpha Condé? Mais si. On l'a élu. Nous avions des attentes. Qu'il l'a écouté, qu'il l'a consigné à l'intérieur d'un projet de société. Qu'est-ce qui en est fait à ce jour? Allez entre Yataya et Fulamadina. Il y a un tas d'ordures
qui a presque coupé la route. Alors tous les véhicules qui viennent, avec notamment les représentants de l'État, tous ceux qui viennent, ils disent aux ordures, s'il te plaît, laisse-moi passer un peu. On se ferait un petit chemin. Les ordures regardent et puis elles disent, oui, tu peux passer. Les grandes gueules. Et c'est comme ça, quand tu arrives, tu dois attendre. J'ai bien aimé cette personnalisation. Donc elle recule la circulation. Mais absolument, les ordures déterminent désormais le sens de la circulation. J'ai vu une fois que les routes au niveau de Bonfim étaient complètement coupées par les ordures qui prennent possession de la route. Absolument. C'est elles qui dictent. Elles ont pignon sur rue. Absolument. Et je pense que l'expression aussi est particulièrement pour ceux dont nous sommes en train de parler. Mais moi, je veux dire, ça là, on l'a dit depuis. On le dit aujourd'hui. Ahmed Kamara a parlé tout à l'heure de réflexion. Il faut une réflexion mûrie. On n'ira rien trouver que ces gens ne connaissent déjà. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est un pessimiste. Mais non. Ils savent ce qu'il faut faire à Bakar Diallo. Il y a des spécialistes dans le pays qui ont... D'ailleurs, on les a reçus plusieurs fois dans ce studio-là. Auprès de l'administration, il y a également des gens qui savent ce qu'il faut faire. On a vu ce qu'on a fait avec Mathurin lorsqu'il est venu en voulant instituer une journée où tous les Guinéens, dans une perspective civique, se mobiliseraient pour nettoyer leur quartier. Ben on a dit non, lui il vient chercher le pouvoir. Il vient chercher le pouvoir. Si on ne lui retire pas l'assainissement, ce monsieur, il va te voler la vedette, monsieur Alpha Condé. Et le professeur Alpha Condé qui regarde bien ça, il va dire bon d'accord, et on retire ça, on donne aux militaires. Ça ne marche pas avec les militaires, on crée l'ANASP, Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. On crée quelque chose de grand. Et on en attend des résultats. Mais on voit ce que c'est. Ensuite, le même gouverneur va dire, il y a des emprises publiques qui sont toujours maintenues par des véhicules qui stationnent de manière totalement inacceptable. Il va lancer une campagne pour débarrasser tout ça. On dit au président la même chose. Mathurin n'est pas venu pour jouer. Hein. Si tu le laisses, il va te voler ton fauteuil. Et on fait récupérer ça par le ministère de la Sécurité. Absolument. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Pour terminer, j'ai bien ri par rapport à ce que Moussa dit. C'est tellement vrai. Quelque temps, j'étais dans un taxi, à Casablanca, et le chauffeur, il a dit, vous voyez ici, il m'a montré un endroit. Il dit ici, quand les embouteillages te prennent, ta journée est foutue. Je dis, ah oui? Il dit oui. J'ai dit, mais ça prend combien de temps en moyenne? Il dit, mon frère, voilà, tu peux prendre 15 minutes dans un embouteillage ici. Je l'ai regardé et je lui ai dit, bienvenue à Conakry. Merci. Allez-y, Roby pour clore. Aujourd'hui, quand vous prenez la question des ordures, il n'y a pas de réflexion à faire. Et lorsque j'entends Ahmed me dire qu'on les confie à des petites entreprises, etc., je ne suis pas en train de parler de petites entreprises, mais a-t-on besoin de créer un ministère pour gérer des... Non mais attendez, a-t-on besoin de créer un ministère pour gérer la question des ordures? Mais le modèle actuel, le modèle d'une grande direction, quelle est la différence entre le modèle d'une grande direction et un ministère? Tout ça, non, permets-moi Ahmed, tout ça c'est budgétivore, c'est toute une chaîne. Vous avez une responsabilité de l'État, mais en même temps vous avez une responsabilité citoyenne. Mais on ne mange pas autre chose que les Rwandais ne mangent, ou les Ivoiriens ou les Sénégalais ne mangent. Pourquoi ne pas copier leur modèle? Aujourd'hui vous prenez les poubelles, vous les installez, vous installez des poubelles. Ahmed, permets-moi, tu as parlé tranquillement. Attends, je vais aller... tu veux copier le modèle ivoirien, il y a un ministère. Attends, mais si c'est ce que tu veux copier. Il n'y a pas de ministère des ordures en Côte d'Ivoire. Si, vous avez le ministère de l'assainissement, ça existe. Je dis encore une fois, je dis encore une fois, il faut créer... Je dis encore une fois que la question des ordures, c'est une question d'industrie. Oui, mais pourquoi tu es contre? Contre quoi? Contre la création, l'idée de création des ministères pourquoi va-t-on prendre de l'assainissement? Pourquoi va-t-on prendre de l'argent pour injecter dans un ministère qui finalement va faire le rôle? Quel rôle? Il faut industrialiser la question. Il faut ramasser, il faut trier. Il ne comprend pas du tout ce matin. Il est totalement à l'ouest. Non, attendez, il faut rendre... Non, Abaka, permets-moi. Il faut rendre les ordures, il faut transformer les ordures en une question économique. Nous sommes dans un pays où il existe encore l'importation des sachets plastiques non destructibles. Il faut demander à ces industries-là qui fabriquent les sachets plastiques d'arrêter. 40% mais toutes ces expériences-là... Permets-moi, 40%, 50% de nos ordures, ce sont les sachets plastiques. Vous avez aujourd'hui un jeune du côté de Kabélé qui utilise les bouteilles d'eau les bouteilles d'eau ce qu'on appelle les SIPA, les bouteilles d'eau minérale, qui les recycle pour les transformer
et fabriquer les pots de fleurs que nous voyons que les gens installent devant leur maison et à la véranda pour y planter des fleurs. Il existe aujourd'hui cette petite industrie-là ici. Il faut encourager les initiatives pareilles. Aujourd'hui, les Chinois vous achètent tout ce que vous appelez bouteilles recyclables et s'achètent plastique parce qu'ils en utilisent pour leur fabrique. Pourquoi ne pas encourager ces initiatives? Non seulement il faut sensibiliser les ménages dans les tri des ordures. Si vous voyez que les ordures ne sont plus récupérables à Conakry, c'est parce qu'ils se trouvent dans les égouts. Et quand ils sortent dans les égouts, vous ne pouvez plus faire la différence entre boue, ordures, plastique et tout. C'est un gros mélange qui donne des odeurs nauséabondes. Les tri commencent dans les familles. Je pense que c'est une initiative d'abord qui commence dans les familles et successivement. Et si vous n'avez pas au bout de la chaîne, si vous n'avez pas une structure de transformation, ce que vous voulez dire en amont, c'est d'abord une question citoyenne. Une question citoyenne, puis intervient l'État. Et à la fin, interpelle aussi le ministre Gassama. Absolument. Pourquoi pas? Et à la fin, il faut qu'il y ait une chaîne de transformation. Parce que si vous n'avez pas une chaîne de transformation, tout le boulot que vous ferez du ramassage au recyclage, etc., vous allez les amener où? Vous allez les entasser dans un lieu et les ordures vont vous dire nous aussi, on fait partie de la population, on revient en ville. C'est exactement ce qui se passe. Allez-y, Ahmed pour clore. Vous savez, j'ai quand même eu de la chance d'avoir vécu quelque part où des initiatives comme ça ont quand même émergé petit à petit et dont on a vu l'évolution. Ce qu'il dit, quand il dit c'est d'abord une action citoyenne, c'est ceci, c'est cela. L'action citoyenne, je suis d'accord. Mais vous savez comment l'action citoyenne a commencé quelque part parfois? Je me souviens que quand ça avait commencé à l'époque, quand on était en Côte d'Ivoire, il y avait même ce qu'on appelait c'était des sachets plastiques, les sachets à ordures, que les familles devaient donc se procurer pour permettre à la ville de ne même pas être sale. Donc, vous l'avez dans votre poubelle, vous mettez les ordures là-dedans. Quand vous finissez, tac, vous tirez et les ordures sont protégées. Mais vous pensez que ça, c'est tombé du ciel? Il a fallu une politique. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous êtes en train de dire, on dit pratiquement la même chose. Il faut industrialiser la question des ordures. On est tous d'accord avec ça. Mais ce que vous ne voulez pas, justement, c'est ce que moi je veux. Il faut ériger aujourd'hui en département parce que ça permettra de mieux mettre en valeur la politique que, bien évidemment, l'État voudra avec les moyens qu'il faut. Et à mon avis, ce sera mieux géré comme ça que de créer tout simplement un département qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'a pas de budget. Mais je pense que plutôt avec un ministère, ça pourrait marcher. Merci Ahmed. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Notre invité qui est avec nous, monsieur Mamadouba John Silla, ex-consul général de la Guinée à Lagos. Bonjour, monsieur Silla. Bonjour, les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Alors, le peu de choses qu'on a vraiment su sur vous, c'est lorsque vous avez été amené presque manu militari du Nigeria jusqu'à Conakry. Et tout ce qui a commencé comme problème, vous avez été arrêté, tout cela, vous avez passé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Alors aujourd'hui, on veut que vous nous plantiez un peu le décor. C'est quoi la genèse? Vous réclamez de l'argent, mais plantez-nous le décor pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, je ne vais pas, j'ai honte quand je parle de ce dossier, puisque c'était une affaire là, qui était connue par tout le monde ici, qui a fait beaucoup de bruit dans la cité, à Conakry et à l'extérieur. Et que, sincèrement, comme vous le dites, je ne suis pas arrivé quand même à Conakry par, comme on appelle, manu militari. Je suis rentré par ma propre volonté, puisque c'était un match de sommet de la CEDEAO, à Abuja, en décembre, 18 décembre, précisément, que l'ambassadeur, là, il ne m'a pas informé, il ne m'a pas... Les auditeurs ont du mal à entendre, il faut qu'ils parlent dans le micro. Quel ambassadeur? L'ambassadeur Gaussou Touré ne m'a pas informé sur l'arrivée du chef de l'État, puisque moi je suis basé à Lagos. Et l'ambassade là se trouve à Abuja, distante de moi de 1000 km. Et pour arriver, il faut 24 heures dans le bus ou 1h20 minutes en avion. J'étais dans mon bureau au consulat de Guinée à Lagos lorsque je reçois un appel sur un faux numéro. Je ne savais pas que c'était l'ambassadeur Gaussou Touré. Il m'appelle pour dire ah, c'est là. Je dis oui. Mais je cherche à savoir qui est en train de m'appeler. Moi, je ne savais pas qu'il était avec le chef de l'État à l'hôtel. Alors, il dit que c'est l'ambassadeur. Je dis ah, Excellence, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Il dit gardez le quota. Je te passe le président de la République. Et le président m'a dit de rentrer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais rentrer.
L'ambassadeur a parlé du trafic des passeports diplomatiques. Il a cité le nom des cadres des affaires étrangères, dont mon nom a été cité. Et ces dénonciations ont conduit aux arrestations. Il y a eu un procès qui s'est bien déroulé, qui s'est bien passé, où tous les cadres, les 7, je m'excuse, cadres des affaires étrangères ont été élargis. Il faut rappeler, parmi les cadres, l'ancien secrétaire général Boubacar, l'ancien chef de cabinet Mamadou Badjabaté. Tous innocemment arrêtés, incarcérés à la maison centrale. Ils ont perdu leur poste. Ils sont à la maison aujourd'hui. Et personne ne se soucie sur ça. Trafic de passeports diplomatiques. Ça fait tellement de bruit. Pendant qu'il y a tellement de manifestations financières ici, des milliards sont détournés à longueur de journée, les gens qui ne sont même pas inquiétés. À l'époque, si tu permets, Moussa, à l'époque, ce qu'on a senti aussi, c'était comme une sorte de dénonciation calomnieuse qui visait principalement, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, M. François Fall. Dites-moi que ce n'était pas vrai. Parce qu'il y avait une lutte entre les deux, entre Gaussou Touré et François Fall à l'époque. Beaucoup racontaient que Gaussou Touré voulait prendre la place de François Luceni Fall. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je ne peux pas dire ça. Tout ce que je sais, on a été tous incarcérés. Moi, sur sollicitation de parquet, les autorités judiciaires, j'ai reçu mon billet, dans mon email. Ni la gendarmerie, ni la police étaient derrière moi. Je suis rentré pour me mettre à la disposition de la commission d'enquête. Est-ce qu'une seule preuve a été sortie pour situer votre responsabilité diplomatique ne se trouve jusqu'aujourd'hui dans les mains du ministère de la Justice. Aucun passeport diplomatique. Aucune trace aussi? Rien. Alors, mais voilà. Cette idée, comment cette idée a-t-elle germé qu'on dise que oui? Est-ce que vous soupçonnez la personne qui vous a mis en relation avec le président de la République d'avoir inventé cette histoire de passeport diplomatique? Vous pensez qu'il a inventé l'histoire? J'ai vu le micro. C'est qu'il voulait derrière tout ça là. Mais c'était comme un règlement de compte. Vous pensez que c'est une pure invention? C'était une pure invention? Un mensonge, ignoble. C'était tout. Alors, est-ce que après tout cela, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, c'est bien cette réclamation que vous faites. Votre salaire a été pendant ce temps bloqué, vous n'avez pas perçu, mais c'était versé, j'apprends bien, sur le compte du côté du Nigeria, mais vous n'avez pas perçu un seul copec de tout cela. Oui. C'est ce que je vous disais, sur les sollicitations du parquet, des autorités judiciaires. Je suis arrivé à Conakry le 22 décembre. Et le lendemain, j'ai été entendu. Il y a eu l'instruction sur mon dossier et incarcéré le lendemain, le 23 décembre. Sur mandat de dépôt à la maison centrale. Depuis cette date, jusqu'au maintenant là, jusqu'au 7 avril 2017, soit 13 mois. 13 mois. Je suis à la maison centrale. Les grandes gueules. C'est quand je sors de la prison, j'ai formé une demande à l'intention de son Excellence Madame la ministre Makele Camara à l'époque pour l'informer de ma sortie de la prison et que je me mets à leur disposition et que je réclamais. C'est 15 mois qui sont partis d'arriérés des salaires. C'est en ce moment il fallait maintenant prendre un acte administratif. C'est un acte qui m'a amené au Nigeria. C'était en décembre 2013. J'ai pris fonction en 2014. Donc pratiquement un an et quelques. 2015, on a le problème. Je l'informe de la situation financière. Mes alliés qui sont partis là-bas, sur le compte de l'ambassade de Guinée, qui ont été décaissés par les financiers de là-bas. Qui ont été décaissés? Décaissés, tous les 5 trimestres. On était décaissés. Ça s'élève à combien? 45 751 $ USD. Décaissés par le financier qui a été remis dans les mains de l'ambassadeur. Il a mis dans sa poche. C'est pourquoi je reprochais M. Abouakar Yallos quand il parle là, de plainte portée contre l'ambassadeur. Ce n'est pas rectificatif. Ce n'est pas seulement pour le délit d'abus de confiance. L'ambassadeur Gaussou Touré va comparaître. Et reprocher du trafic d'influence. Puisque chaque fois quand tu lui demandes, il dit appelez
demander cette personne, il a son argent là-bas. Et actuellement, il est en train d'accuser le président de la République. Ah oui. Il dit que c'est le président. Il faut demander le président de la République. Le président de la République aurait empoché les 45 000 $. C'est ce qu'il voulait dire, non? C'est ce qu'il voulait dire. Alors, donc c'est ce qui m'inquiète maintenant. Toutes les démarches menées auprès des autorités du cabinet des affaires étrangères, même avec le secrétaire général de la CNTG, et Maclé, je vous signale, avait adressé un courrier, une sommation à l'ambassadeur, comme il ne veut pas me payer directement, mais de reverser mes salaires de primes, émis à mon nom, l'intégralité dans la caisse des trésors publics. Il a refusé. Dr. Pérez. Une sommation donc de sa ministre à l'époque. Oui, tout à fait. Vous avez même une copie de ça dans le site Mosaïque Guinée. Qui avait parlé de ça. Donc, l'ambassadeur ne veut pas sentir, il ne veut pas entendre. J'ai été chez le secrétaire général de la CNTG, à l'époque, à Diallo. J'ai rencontré M. Kassoli Fofana à l'époque, ministre chargé des investissements publics et privés. Et j'ai rencontré même M. le ministre Khalil Kaba, de la présidence, directeur du cabinet de la présidence, avec l'arrêt de la justice, le non-lieu, avec les réclamations, le courrier de réclamation, la demande adressée à M. le président de la République. Ouais. Il y a eu un non-lieu sur votre cas. Un non-lieu, voilà, c'est en faveur de 7 cadres. Tout le monde, tout le monde a été élargi, tout le monde. Donc injustement, vous avez été emprisonné. Arbitrairement. Arbitrairement, nous avons été arrêtés comme ça, incarcérés, détenus à la maison centrale. Nous avons perdu nos postes. Moi, je dis, bon, d'accord, c'est un acte qui m'a amené là-bas. En fin 2013, c'est un acte qui m'a amené. Le 7 avril 2017, il n'y a pas de problème. Mais les alliés le font qui sont partis, qui ont été virés dans le compte de l'ambassade, mais qui me donnent ça. Il ne veut pas me payer, il ne veut pas le verser dans la caisse du trésor public. Bien, récemment, vous avez saisi aussi la médiature de la République. Tout à fait. C'était au mois de mars. Quand j'ai fini de mener toutes les démarches là, j'étais vraiment au bout de mon souffle. Je suis parti rencontrer les gens de la médiature. Pour les contentieux, ils m'ont invité là-bas 2 mois. Le dossier est dans leurs mains. Ils ont mené des enquêtes, des recherches auprès de la comptabilité, la DAF, l'inspection générale au ministère des Affaires étrangères, même le chef de cabinet. Ils ont vu toutes les traces du virement de fonds. Alors, c'est le courrier là que le médiateur a signé, il a adressé au ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, c'est signé par le moment Saïf, voilà. Qui réclame que l'ambassadeur me paye les 45 000 $. C'est un courrier qui date de 10 mai 2018, vous voyez, et qui a été reçu le même jour par le cabinet des affaires étrangères. Ça a pris le circuit là, 2 semaines après, et le 24 mai, soit 2 semaines, elles sont transmises, elles ont été adressées à l'ambassadeur par M. Mohamed Adi Bali, le secrétaire général, qui a sollicité, qui a pris M. l'ambassadeur, sur l'instruction de M. le médiateur de la République, de retourner l'argent. Mais mon fort étonnement, une semaine après, qu'il reçoit le dossier, il prend son avion, il débarque à Conakry. En faisant la passation de service là-bas, on entre à Conakry, et c'est pour prendre les lettres de créance ici, et l'agrément, et aller à Addis Abeba, sans reprendre le courrier. Une façon de dire, je m'en fous de vos dossiers. Parce qu'il ne respecte pas. C'est un chef hiérarchique. Vous avez été aussi appelé à une confrontation Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Parce que toi, tu veux qu'on te respecte. Comment on peut te respecter si toi-même tu ne respectes pas tes chefs hiérarchiques? Alors, le lundi, le secrétaire général, sous l'instruction du ministre, l'a appelé au téléphone, à ma présence, dans le bureau. Il dit, monsieur l'ambassadeur, on vous invite demain à vous présenter ici dans mon bureau à 15h, sous l'instruction de monsieur le ministre Mamadi Touré, pour vous confronter avec M. Mouloua Yonisela. Il dit non, je m'en fous de votre invitation. Je ne vais pas. Laissez-moi le problème d'argent là, le problème de salaire là, ne me demandez plus ça, ne me posez pas cette question, laissez-moi en paix, tout ça là. Hein, il est là à raconter dans les bureaux là-bas, dans la cour des affaires étrangères, dans les médias, hein, que je lui dois tout ça. Hein? D'accord, mais quand même,
D'accord. Alors clairement, c'est vrai que vous avez épuisé quand même pas mal d'options, mais clairement, que comptez-vous faire aujourd'hui face à ce problème et pour vous, ils se sont forts de quoi exactement? Les grandes gueules. Ou bien peut-être qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'il y a une histoire? Non, au-delà de tout, même s'il y a une histoire, l'administration, c'est l'administration. Et il s'agit quand même de l'image de la Guinée. Il s'agit de la diplomatie guinéenne. Non, mais de quoi? Alors, est-ce que ce qu'on en prend est vrai, qu'il est appuyé, soutenu, protégé par le président de la République? Je ne sais pas. Mais moi, ça, c'est pourquoi je disais. Il n'a pas tenu tête au ministre des Affaires étrangères, qui est quand même son chef. Mais à deux ministres là, il a tenu tête à Mankale, il tient tête à Mamadi Touré. Tout à fait. Et maintenant, avec mon médecin, il faut faire le médiateur de la République. Alors, c'est ceux qui fondent, Moussa Moïse, c'est ceux qui fondent, à mon avis, ceux qui fondent la pertinence de la question de la remarque de Moussa Yero, c'est que c'est totalement illogique que quelqu'un vous prenne votre salaire, qu'il s'oppose à toute l'autorité, et surtout ce dernier propos que j'ai écouté, moi qui me met la puce quand même à l'oreille, qui me ramène à la question de Moussa Yero, c'est que le monsieur l'ambassadeur, il dise au ministre, ne me parlez plus de cette histoire de salaire. Oui, mais de la part du ministre. Oui, de la part. C'est pourquoi je dis au ministre. Absolument, donc c'est au ministre qu'il s'adresse, et il dit, ne me parlez plus de cette histoire de salaire. Qu'est-ce qu'il semble insinuer en disant cela? Est-ce qu'il pense qu'il n'est en rien responsable de cette histoire? Peut-être intouchable, peut-être. C'est qu'il reste clair. Moi, il sera poursuivi. Bien, qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat? On n'a plus que 2 minutes. On a porté une plainte contre lui pour trafic d'influence, pour abus de confiance. Abus d'autorité. Il y a l'abus d'autorité. Il y a le vol aussi. Puisque là, il a volé. Il vole mon argent. Il vole. L'État n'a jamais bloqué les salaires. Tous les six autres, on reçoit les salaires. Bien. Alors, en définitive, je crois avoir appris que vous étiez adressé aussi au chef de l'État, vous lui avez écrit et rien n'en a été. Oui, qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui? Bon, je dirais vraiment de me plier je le prie de bien vouloir m'aider auprès de l'ambassadeur pour dénouer cette affaire. Mais fait comment vous joindre les deux bouts quand on était quand même à un certain sommet et qu'aujourd'hui on se retrouve sans salaire. D'abord on a fait de la prison, injustement on se retrouve sans salaire. 2 ans sans salaire, je suis comme ça, je vis comme ça. Par la grâce de Dieu. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, c'est pas passé inaperçu ce décret du président Alpha Condé hier qui revoque M. Paul Moussa Diawara et M. Sékou Camara de leurs fonctions respectives. Oui, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait en réalité depuis déjà quelques semaines, puisque on a suivi cette affaire-là de près. Puisque vous vous rappelez déjà qu'on a eu à parler de ces audits-là qui ont eu lieu à l'Office guinéen de la publicité et donc qui découvrait, si vous voulez, qui faisait remonter un gap de près de 25 milliards de francs guinéens, donc qui n'était pas justifié, et puis de 14 autres milliards qui auraient été envoyés vers, si vous voulez, qui auraient été envoyés vers des destinations qui n'étaient pas prévues à l'avance. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même l'OGC, dont Radio Espace parle depuis plus de 2 ans. Bizarrement, on n'a jamais arrêté la saignée. La saignée, elle a continué 2 années de plus. Et vous savez, même malgré les tentatives de corruption, notamment de journalistes, vous vous souviendrez si vous voulez, de ces bobinaux que nous avions eu à passer ici, de ces extraits d'enregistrement qu'on a passés ici, dans lesquels on entendait carrément le directeur général de l'Office guinéen des chargeurs tenter de soudoyer Lamine Guirassy, si vous vous souvenez très bien. Ouais. On a diffusé ces sons-là ici. Dans les conditions normales, lorsque le procureur est ainsi informé de la commission d'un délit, même par voie de presse, le procureur général a l'obligation d'ouvrir une enquête. Nous sommes quand même dans un pays extraordinaire où pendant très longtemps, les médias attirent l'attention sur une prévarication supposée et personne ne parle. Ne serait-ce que cette tentative-là de corruption, notamment de journalistes, aurait dû faire l'objet d'une ouverture d'enquête de la part du procureur. Ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, donc, il semble que, en tout cas, l'État ait suffisamment d'éléments pour demander des comptes à ces deux commis, à ces deux eurocommis qui étaient à la tête quand même de sociétés publiques. Maintenant,
ce qu'il y a lieu de dire, c'est que avant tout, le principe de la présomption d'innocence existe. Exactement. Il faut qu'on fasse très attention. Moi, personnellement, à partir du moment où on dit que la justice, l'agence judiciaire de l'État est saisie du problème, et ça déjà, on le savait, ce n'est pas à l'arrivée du décret que nous nous sommes informés, mais ça date déjà de près de 2 semaines. Donc, je sais qu'on marche sur les œufs, je ne vais pas me lancer en conjecture. Oui. On a entendu ici, il y a 3 jours, je crois, le directeur général de l'OGP qui expliquait, donc l'ancien directeur général de l'OGP, qui expliquait que, si vous voulez, la procédure n'avait pas été respectée. Je pense que maintenant, chacune des parties... Ajouter à cela aussi le fait que dans le cas de l'OGP, à la différence de l'OGC, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est que pour ce qui concerne l'OGP, le rapport d'inspection, le rapport de la mission d'inspection n'est que provisoire. C'est là-dessus que j'allais en venir. C'est là où j'ai trouvé quand même qu'il y avait un peu de précipitation. Exactement. Parce qu'il faut faire attention. Devant le juge, les procédures comptent surtout dans ces types d'affaires. C'est ce qui fait que généralement en Guinée, il y a de très grosses affaires. Tout le monde en parle. Généralement, on salit, on demande totalement la réputation des gens et en fin de compte, les juges annulent. On a l'impression que les juges ont été soudoyés alors que c'est pas ça. Le juge, il dit le droit selon ce qui est écrit et il n'a pas d'état d'âme. Donc, il faut faire attention avec les procédures. Moi, je n'ai quand même pas compris comment un rapport qui n'est que provisoire peut déjà donner lieu, si vous voulez, à des poursuites judiciaires, à une révocation. Voilà, tout cela. Mais attention, le chef de l'État... Bon, c'est vrai, c'est une révocation. Sinon, si c'était un simple acte de démission ou de remplacement, j'aurais compris, parce que de toutes les manières, cela est dans son pouvoir, cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc, ça ne me pose pas de problème. Mais maintenant, l'un dans l'autre, les deux commis de l'État vont quand même avoir la chance de se défendre et d'expliquer leur gestion, parce que j'ai entendu dire ici par exemple que le fonctionnement de l'OGP pendant 3 ans n'avait pas été pris en compte, notamment dans le travail qui a été fait, et ainsi de suite. Je pense que chacune des parties aura désormais l'occasion de se défendre, oui. Et là on saura exactement qu'est-ce qui s'est passé. Bien, allez-y Bassekou. La nouveauté cette fois-ci, Bassekou, c'est que il a été clairement énoncé dans le décret que c'est sur proposition du Premier ministre que les 2 cadres ont été revoqués de leurs fonctions. En tout cas, c'est à mon avis la matérialisation... C'est un signal fort. Hein? Oui, c'est la matérialisation d'un certain nombre d'engagements que le nouveau Premier ministre Kassori Fofana, vous le savez, a pris en annonçant que parmi ses priorités, il va bien figurer ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. Et il va le redire plus fort le jeudi prochain devant l'Assemblée nationale. Les détournements de fonds, des malversations financières. Depuis 2010, vous le savez, depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays, dans son entourage, des ministres à tous les niveaux, ceux qui gèrent les régies financières, vous le savez très bien, beaucoup se sont rendus coupables de malversations financières. Il y a eu des audits importants qui ont été menés, des rapports ont été dressés par l'Agence nationale de lutte contre la corruption, des rapports qui n'ont pas été jusque-là publiés. Par l'agence, non, pas le comité d'audit. Voilà, le comité d'audit. Le fameux comité d'audit à l'époque à sa tête, monsieur... effectivement, oui. Massoud Cham, Jonas Moukamba Diallo d'abord, voilà. Ensuite, il y a des inspecteurs d'État aussi, vous le savez, qui ont relevé pas mal de dysfonctionnement, de détournement d'argent, de malversation au niveau de certaines régies financières. Il y a eu aussi le rapport de Massoud, Mohamed. Justement, les rapports de Massoud. Des rapports étaient très costauds aussi. Absolument. Oui, mais on a annoncé le président a annoncé après que des têtes vont tomber, qu'il allait couper des têtes. On n'a rien vu. Je pense que si on veut sortir ce pays de l'ornière, on veut sortir ce pays de léthargie, le premier mal de ce pays, c'est à mon avis la corruption. Les grandes gueules. Il y a tellement de dossiers sur lesquels aujourd'hui, Mohamed Mara le rappelait, les parquets devraient se saisir à partir du moment que des journalistes font des investigations pour mettre à nu des dysfonctionnements, des malversations financières. Eh bien, si le Premier ministre Kassori Fofana donne le ton, ça veut dire que aujourd'hui, les autres acteurs également doivent l'accompagner, les acteurs de la société civile également, qui ont dit haut et fort devant le président Alpha Condé, qui détiennent des preuves, eh bien, si dans sa Kourma m'écoute, si les autres acteurs de la société civile, Sano, la PQ m'écoutent, eh bien, c'est le bon moment, à mon avis,
de se mettre en rapport avec le Premier ministre pour mettre à sa disposition des rapports, à mon avis, sur des malversations financières. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le secteur minier, surtout, je pense qu'on doit avoir une oreille attentive par rapport aux rapports qui ont été dressés par des structures spécialisées en matière d'enquête de rapport sur le secteur minier en Guinée, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Je pense que c'est un coup qui a été donné, c'est un signal fort. Et ça, il faut poursuivre ces efforts. Parce que si les deux personnes qui ont été révoquées de leur fonction pour malversation financière ont la capacité de se défendre, je pense que ça va dissuader d'autres personnes aujourd'hui qui sont certainement dans des activités illicites de malversation financière dans le pays. Merci. Jacques Lewa, l'autre nouveauté, ils l'ont déjà dit, c'est vrai, mais il faut appuyer sur la chanterelle à l'attention de nos auditeurs, c'est cette poursuite qui est engagée contre des cadres qui sont soupçonnés. Qui doit être engagé. Qui doit être engagé. Qui n'est pas engagé encore. La décision, elle est prise. Oui. Il est instruit, l'article 2 du décret, il est instruit à l'agent judiciaire de l'État donc d'engager. Bien. Oui. Et avant cela, déjà, l'ordre avait déjà été donné d'instruire ce dossier et le ministère de la Justice, en réalité, a été saisi. Bien, c'est quelque chose d'inhabituel, d'assez inédit dans notre pays, en tout cas sous l'ère Alpha Condé. En tout cas, il faut dire que la démarche, elle est courageuse. Parce que si vous lisez la lettre de recommandation faite par le Premier ministre, vous vous rendez compte que c'est un travail commencé par l'équipe Youla. Donc, il est venu rendre, si vous voulez très bien, Kassory Fofana, c'est lui qui est venu prendre la décision, mais le travail avait été entamé déjà par l'équipe Mamadi Youla. Maintenant, ce qu'il faut dire... surtout avec une implication forte de l'ex-ministre de l'économie et des finances. Je pense qu'elle avait fait un bon travail dans ce sens. Si au moins on écoutait Malador, parce que Malador, elle a quand même tenté plusieurs fois d'arrêter de saigner. Je pense que plus d'une fois, cette dame-là quand même a posé ce tact. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, son inexpérience, mais plus d'une fois, Malador a ici fermé, a serré les vis à pas mal de commis de l'État. Je pense que si on veut réellement aujourd'hui, parce que ce que je crains, c'est qu'il y ait, si vous voulez, une punition sélective dans cette histoire. Alors qu'en réalité, la plupart des régies financières de l'État aujourd'hui échappe à l'orthodoxie financière. Je pense qu'il faut penser à tout ce que cette dame-là avait relevé comme réserve à l'époque et vous allez voir que l'État pourrait faire pas mal d'économies. Mais c'est pourquoi on dit que c'est un signal fort. Le ton n'est que donné. Le ton n'est que donné. Maintenant, il faut espérer que la panoplie de dossiers sur lesquels l'équipe sortante travaillait puisse connaître la suite. Parce que nous n'avons pas peut-être la connaissance de tout, mais nous savons pertinemment que ce n'est pas les seuls cas de corruption qui ont été enregistrés dans ce gouvernement-là. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été commis et qui sont suspects. Et un travail de profondeur doit être fait. Il faut éviter de faire un travail sélectif comme Mohamed Mara l'a dit. Vous le savez très bien, depuis Saïd Fofana, on parlait de ces tentatives de détournement, de ces corruptions au niveau des départements ministériels. Et on se rappelle bien, Mohamed Saïd Fofana a dit, bon, on est au courant, mais on est informé des cas de corruption, on nous saisit, on est convaincu de la pertinence des dénonciations qui sont faites, mais on ne sait pas quoi faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de révoquer les personnes de leurs fonctions, mais en tout cas d'engager aussi des poursuites judiciaires comme Kassory veut le faire. Encore une fois, un travail sérieux doit être fait pour montrer à la face du monde que les faits sont établis à travers la justice. Oui. Et si les faits sont établis... Il faut quand même souligner cette rupture, parce que par le passé, lorsqu'il y avait des soupçons de détournement ou des cas avérés de détournement au niveau des régies financières ou des sociétés publiques, on se limitait simplement de révoquer les concernés et de ne pas poursuivre. Et de ne pas engager ou si vous voulez même, on laisse faire parce que parfois rien n'est fait. On s'arrange entre soi et puis on laisse passer des choses. Je crois qu'il faut une rupture profonde
Les grands il doit être courageux d'aller jusqu'au bout. Je voulais avant qu'Antoine ne prenne la parole, il faut que les politiques ne se mixent pas, les coordinations régionales ne se mixent pas dans ce dossier-là. Je le dis, oui, attendez. Ils vont pas je le dis, s'il vous plaît. Je sais ce que je dis. Je sais que si vous prenez par exemple le cas de Paul Moussa Diawara, c'est un allié sûr du RPG Arc-en-Ciel du président Alpha Condé. On le connaît très bien, on sait qu'il a un électorat, un bastion assez important. Alors, ce sont des mises en garde pour les coordinations régionales et notamment pour comment on appelle certaines politiques qui vont devoir faire des récupérations politiques, comme ça a été le cas par exemple. Pour ce cas, je ne crois pas. Oui, attendez, il y a la coordination Mandeng aussi. Il y a la coordination Mandeng aussi qui peut se dresser derrière Sékou Kamara. Justement, il faut rappeler que Sékou Kamara est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Donc je pense qu'il faut qu'on laisse Kassori Fofana, il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Les coordinations régionales, les politiques n'ont qu'à s'éloigner de ce dossier-là, parce que si on connaît un aboutissement dans ce dossier, ça va permettre à d'autres régies financières, à d'autres directeurs nationaux, à d'autres ministres de pouvoir s'expliquer sur leur gestion. Voilà la précision que je voulais apporter. Merci Antoine, et merci plutôt Basseko. Allez-y Antoine. Cet appel il est certes important, mais je ne crois pas la peine, parce que je ne crois pas que les coordinations s'en mêlent. Je ne crois pas à cela du tout. Apparemment tu n'es pas en Guinée. Je suis sur la planète Terre. Je pense que tu vis sur Pluton. Tu n'es pas du tout sur la planète Terre et dans le pays qu'on appelle Guinée. Tu vis sur Pluton, c'est clair. J'en suis sûr, ils ne s'en mêleront pas. Ça, j'en suis convaincu. Alors, ce que j'ai envie de dire. Tu es trop naïf ce matin, honnêtement. Merci beaucoup merci de relever ce matin. Parlant de ce décret pris par le président sur la demande de Kassori Fofana, il faut dire que, certes, il a parachevé le travail de Mamadi Youla, mais c'est sur recommandation aussi du PCA à l'époque, dirigé par Bantamasso. Il faut dire que Bantamasso, en dirigeant qu'on appelle le CA de l'OGP, a mené ce travail. Je me rappelle que j'ai eu un entretien avec lui. Il a estimé qu'il y a eu assez de gaps qui ont été enregistrés dans la gestion de Paul Moussa Diawara. Et on se rappelle encore de ce bras de fer qu'il y avait entre les deux hommes. Ce n'est pas exclu. Non, c'est pas politique. Si, tu vas le politiser parce que tu vas nous ramener dans les conditions qui ont prévalu justement à l'envoi de cette mission. Et si on y va, on va se retrouver en plein politique. Nous, on se souvient exactement de comment la mission est intervenue. Je ne suis pas en train de le politiser. Je parle du travail d'un PCA à l'époque qui était dirigé par Bantamasso. Sauf que ce PCA était ministre conseiller à la présidence. Il ne faut pas nier le rôle joué par Bantamasso dans ce dossier. Bantamasso, je le dis encore une fois, a joué un rôle dans ce dossier. Si la politique, c'est pas à moi de le dire, c'est à ceux-là qui ont mené l'enquête. Paul Moussa reste convaincu que c'est un acharnement politique. Dans tous les cas, on se souvient qu'il y a un bras de fer qui, jusque-là, n'est pas encore fini entre Paul Moussa et Bantamasso. Il faut le rappeler tantôt. Maintenant, parlons de ces reproches qu'on fait à Paul Moussa Diawara. Il s'est défendu à notre antenne en disant que les choses ne sont pas passées dans les règles de l'art. Dans l'ordre de mission qui était envoyé pour les inspections qui sont venus, pour les inspecteurs qui sont venus, c'était pas mentionné que c'était pour un audit. Et c'était par rapport aux différends qu'il y avait entre le PCA et le directeur de l'OGP. Une fois encore, il faut rappeler que ce PCA dirigé par Bantamasso, à sa venue, avait clairement indiqué son mécontentement vis-à-vis de Paul Moussa Diawara. Et donc, souffrait que je dise que c'est Bantamasso qui est à l'origine des malheurs de Paul Moussa Diawara. Et donc, il y a eu d'autres choses. In fine, quand même, c'est un rapport provisoire concernant l'OGP. Il est provisoire. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ça est terminé pour cette semaine. On remet tout ça pour le lundi avec toute l'équipe A. Merci à l'équipe des réalisations. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Mohamed Diaby, El Maestro du côté de la radio. Abou Korea Kourouma et Awal ont piloté les caméras. Merci à tous ces charmants cadreurs. Merci à vous qui nous avez regardés à la télévision depuis Luanda, mais aussi depuis l'Ouganda. Merci de l'attention. On se retrouve lundi. Au revoir.